Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on a une mission super excitante. On va voir exactement comment transformer un cahier de brouillon, bon, on va pas se mentir, souvent un peu chaotique, en un guide de révision visuelle absolument parfait. L'objectif, zéro stress et surtout décrocher la note maximale à ce fameux examen d'anglais sur le thème de la maison. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Et voici notre plan d'attaque pour assurer cette super note. D'abord, on va voir les types of houses and rooms. Ensuite, le furniture by the room, les prepositions of place, le fameux using there is, there are, comment poser les bonnes questions avec asking the right questions. Et on terminera en beauté avec the house exchange dialogue. Allez, première étape. Types of houses and rooms, building the blueprint. En gros, on pose les fondations. Alors, on commence notre petite visite virtuelle par l'extérieur. Mais attention, alerte rouge tout de suite. C'est le piège classique par excellence pour nous, les francophones. Le fameux first floor en anglais, eh bien c'est pas le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Le rez-de-chaussée, lui, c'est le ground floor. C'est vraiment le truc crucial à mémoriser pour éviter de se perdre complètement quand on décrit les niveaux d'une maison. Bon, maintenant que cette histoire d'étage est réglée, parlons du look de la maison. Pour ça, on va dégainer des adjectifs bien percutants, genre big, small, luxurious, ou même haunted, si on est fan d'histoires de fantômes. Par contre, règle d'or ici, sans aucune exception, en anglais, l'adjectif se place toujours, mais alors toujours, avant le nom. Donc on dit a big house, et jamais le contraire. Faut vraiment se marteler ça dans la tête pour le jour J. Allez, on pousse la porte et on entre. Regardez un peu ces plans dessinés à la main. C'est un travail de préparation juste fantastique. Ça aide énormément à visualiser concrètement le ground floor avec la cuisine et le salon, puis on monte au first floor pour découvrir les chambres et la salle de bain. Franchement, lier le vocabulaire à des repères dans l'espace comme ça, c'est une technique redoutable pour tout retenir sans forcer. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, Furnitures by the Room, Furnishing the Fabulous Home. Place à l'aménagement intérieur. On jette un œil à ces petits croquis d'apprentissage griffonnés dans le cahier. C'est du génie. Bon, d'accord, c'est dessiné à la va-vite, mais le fait d'associer un mot de vocabulaire à un petit dessin marrant, c'est honnêtement l'une des armes les plus puissantes pour graver l'info dans la mémoire à long terme. Le cerveau, il adore les images. Il s'en souvient bien avant le texte. Du coup, pour être sûr de faire un sans faute le jour de l'évaluation, voici la version super épurée de ces dessins. On a 3 colonnes incontournables affichées dans sa mémoire. La cuisine avec le sink, l'oven et le fridge. Le salon centralisant le couch ou sofa, la TV et la bookshelf. Et enfin la chambre avec le bed, le desk et la wardrobe. Le détail qui tue ici, c'est l'orthographe. Une petite lettre de travers et hop, le point s'envole. Alors on fait super attention. On enchaîne avec la troisième partie, Prepositions of Place, Navigating the Space. Parce qu'il faut bien savoir où on met tous ces meubles. Et là, bim, l'image redevient notre meilleure amie. Ces petits chats trop mignons dessinés autour de leur gamelle, couplés aux flèches de direction de la maison, c'est le repère visuel parfait. C'est juste génial pour imprimer naturellement des mots comme next to, opposite, ou bien les directions upstairs pour en haut et downstairs pour en bas. Alors décortiquons ça de façon bien limpide. Les prépositions clés, les incontournables, c'est in, on, under, behind et between. Mais attention, nouvelle alerte au piège et il est gros. L'expression in front of, pour dire devant, ça s'écrit obligatoirement en 3 mots séparés. C'est hyper tentant de tout coller sur sa copie, mais les profs attendent au tournant. On ne leur fera pas ce plaisir. Allez, 4e étape, using there is, there are, describing the scene. C'est l'heure de construire nos phrases. On y est, la règle d'or. Franchement, c'est le gros morceau de grammaire de tout ce chapitre. C'est pas compliqué. There is, on l'utilise de manière super stricte pour le singulier. Un seul objet, boum, there is. Par contre, there are, c'est la chasse gardée du pluriel. Dès qu'on a 2 trucs ou plus, on dégaine there are. C'est binaire, c'est implacable et c'est absolument fondamental. On fait un petit test rapide pour voir si c'est bien rentré. Imaginez ce texte à trous, blanc, 2 bedrooms upstairs. Le mot two, ça crie pluriel, non? Donc la réponse, c'est forcément there are. Et si on dit a big living room, un seul grand salon, l'élément est unique, donc on y va franco avec there is. Créer ce genre d'automatisme, c'est vraiment la garantie d'arriver zen à l'examen. Ce qui nous propulse à notre 5e partie, Asking the right questions, the inquisitive guest. Eh oui, il faut aussi savoir poser les bonnes questions. Regardez ce petit encart de grammaire. C'est parfait pour faire le pont entre les cours vus en classe et notre guide de survie.
Ça met en lumière un truc super important dans la conversation, la différence entre les questions ouvertes, celles qui invitent à donner plein de détails, et les questions fermées, les fameuses yes-no questions, où on répond juste par une simple confirmation ou négation. Et pour être un as des questions ouvertes, la clé, c'est de maîtriser ces fameux mots interrogatifs en WH. On a what pour demander quel type de maison c'est, where pour cibler la localisation exacte, who pour savoir qui habite là, et how many qui sert de compteur, par exemple pour savoir le nombre exact de salles de bain. Savoir jongler avec ces petits mots, c'est vraiment l'atout numéro 1. Et on touche enfin au but avec notre 6e et dernière partie, The House Exchange Dialogue, Putting It All Together. C'est la dernière ligne droite, le grand final. Ce petit dialogue entre Graham et Miles qu'on voit juste ici, c'est le modèle parfait. C'est du prêt-à-porter pour l'examen. Ça nous prouve qu'une conversation qui a l'air super complexe au premier abord, eh bien c'est juste un jeu de construction hyper logique avec tous les petits blocs qu'on vient d'analyser. Pour reproduire ça les yeux fermés, on a une recette magique en 4 étapes. Étape 1. On se présente de manière claire et polie. Étape 2. On pose les fameuses questions sur la maison qu'on a vues tout à l'heure. Étape 3, et ça c'est la petite astuce en or massif, on s'extasie. On lâche un gros « That's fantastic ». Franchement, ça rapporte toujours de précieux points de bonus en communication. Et enfin, étape 4, on tire sa révérence avec une belle conclusion. Pour boucler ce décryptage de façon magistrale, arrêtons-nous une seconde sur cette citation finale. C'est l'exemple type du paragraphe descriptif, pensé sur mesure pour rafler la note maximale. L'adjectif bien placé avant le nom, le vocabulaire des pièces impeccable et la maîtrise totale du there is et there are, du travail d'orfèvre. Alors avec toutes ces clés en main, petite question pour la route. Quel mot exact utiliserait-on, dès aujourd'hui, pour rédiger en anglais la description de la maison de ses propres rêves ? Il n'y a plus qu'à se lancer, on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.